Je m'appelle Reynaldo Bourgeois et je suis chargé d'études juridiques, de projets et de partenariat pour Ectocil. Et je suis très heureux de faire cette présentation auprès de vous. Plutôt que d'élonguer les présentations, sautons dans le vif du sujet. Commençons. On a eu des éléments de contexte précédemment relatifs au RGPD. Je vais faire souvent quelques rappels sans toutefois être redondant par rapport à la réglementation. Donc concrètement, le RGPD, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la réglementation générale sur la protection des données personnelles qui va définir le périmètre de la protection des données à caractère personnel. Ce texte, il n'intervient pas de façon complètement impromptue. En effet, on a un régime qui est déjà existant depuis longtemps, depuis 1978, grâce à la loi informatique et liberté, donc du 6 janvier 1978, et qui vient, je dirais, aujourd'hui implémenter l'encadrement de la protection des données personnelles. On a différents éléments de contexte qui justifient l'intervention de ce texte. On a déjà l'évolution des technologies SI. À un moment T, les technologies ne vont pas être les mêmes qu'à un moment T plus 1 ou T plus 2, d'une part. D'autre part, on voulait avoir une protection davantage plus accrue des données personnelles des ressortissants sur le sol de l'Union européenne. Et enfin, on a eu effectivement de nombreuses affaires qui ont défrayé la chronique. Je ne vous parlerai pas de l'affaire Snowden, je pense que vous êtes tous au courant de ce fait-là. Comment on va s'organiser? Donc on a effectivement différentes étapes. La première étant de voir certains éléments de définition, donc sur des notions très génériques. Ensuite, on va voir ensemble les acteurs et c'est en ce sens qu'on va effectivement passer un peu plus de temps puisqu'on va voir le responsable de traitement et le sous-traitant. Pour rappel, je vais effectivement voir avec vous la notion de sous-traitance dans le cadre du RGPD. Donc pour les définitions génériques, elles ont été déjà appréhendées par mes confrères précédemment. Très rapidement, la définition extraite du RGPD pour ce qui concerne la donnée à caractère personnel. Oula, je ne peux pas me pencher. Et donc une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui caractérise directement ou indirectement une personne. Donc on a différents exemples, un nom, un prénom, un matricule, un mail. Ça, on l'a effectivement bien appréhendé. On a également appréhendé tantôt ce que c'est qu'une donnée à caractère particulier, ou plus communément appelées les données sensibles, qui elles effectivement sont particulières puisqu'elles nécessitent, de principe, elles ne sont pas collectables, sauf à supposer qu'on remplisse certaines exigences, mais ça ne doit pas être l'objet de mon propos. Donc voilà pour les définitions génériques. Également pour vous rappeler certaines bases qui ont été vues, voir ce que c'est qu'un traitement de données. Donc finalement, un traitement de données, c'est toute opération ou tout ensemble d'opérations qui est effectué à l'aide de procédés automatisés ou non, par ailleurs, sur des données personnelles. Donc là, ça peut être de la collecte, de l'enregistrement, etc., etc. À vos échelles personnelles, toutes et tous, vous faites du traitement de la donnée. J'en suis intimement convaincu. Par ailleurs, on peut également évoquer les moyens de traitement. Les moyens de traitement, c'est finalement les logiciels ou les outils qu'on peut utiliser qui vont traiter les données de manière ordonnée et structurée, et ça inclut effectivement le classement papier. On l'a vu précédemment, je n'insisterai pas davantage, mais c'est aussi une spécificité de la réglementation. Donc après avoir vu effectivement ces notions globales, on arrive sur les acteurs qui sont effectivement clés puisque c'est là qu'intervient la nouveauté du RGPD. On a effectivement le responsable de traitement. Donc là, je vous propose la définition du RGPD en tant que tel qui détermine les moyens et les finalités d'un traitement mis en œuvre. Les moyens, donc ça fait écho aux outils. Les finalités, c'est ce pourquoi je mets en œuvre le dit traitement. Donc on a vu qui peut être concerné, je ne reviendrai pas là-dessus. Et enfin, on a le sous-traitant qui intervient et qui constitue une personne à la fois physique ou morale qui va traiter pour le compte d'une autre personne, à savoir le responsable de traitement, des données à caractère personnel. Je pense que chacun dans vos activités professionnelles, vous avez tous été peu ou prou confrontés à ce type de profil, ou vous avez été peut-être sous-traitant aussi, c'est possible, en tant que fournisseur, en tant que prestataire, en tant qu'hébergeur aussi, etc., etc. Donc c'est bien effectivement d'avoir ces éléments de cadre pour pouvoir au mieux appréhender la nouveauté qu'apporte le RGPD. Et en effet, une nouveauté et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'une responsabilité qui est renforcée et étendue. Pour rappel,
avant la loi informatique et liberté, la seule personne qui était responsable, c'était le responsable de traitement. Aujourd'hui, comme indiquent les deux articles que vous lisez ci-dessus, il y a une nouvelle responsabilité qui est novatrice, c'est celle du sous-traitant. On voit ici l'article 24 du RGPD qui illustre de façon très classique la responsabilité du principal acteur, enfin du responsable de traitement, qui se lit comme suit. Le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer, donc là on a une obligation de démonstration, que le traitement est effectué conformément au présent règlement, donc RGPD. A contrario, on a les articles 28 et 29 qui précisent le régime de responsabilité pour le sous-traitant. Il s'agit des articles 28 et 29 du RGPD qui se lisent comme suit, et c'est en ce sens que c'est très important de l'avoir à l'esprit pour chaque responsable de traitement qui serait dans l'Assemblée. Je cite, « Le responsable du traitement fait uniquement appel à des sous-traitants qui vont présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin qu'ils puissent répondre aux exigences du RGPD. » Donc là, l'idée, finalement, c'est de se dire, bon bah là, je suis un responsable de traitement, je souhaite désigner un sous-traitant, bah, ce dont je vais m'assurer, c'est que ce sous-traitant, il va présenter quoi? Bah, des garanties RGPD. There you go. Très rapidement, un petit schéma que je vois avec vous. J'espère qu'il s'affiche bien. Super. Alors, on a les deux acteurs qui ont été cités précédemment. On a le responsable de traitement et le sous-traitant. Le responsable de traitement, d'un côté, il va avoir des données clients, il va avoir les données de ses salariés, très classique. À l'opposé, on a le sous-traitant qui va lui également avoir les données de ses salariés, mais aussi les données de ses clients. Mais quid la situation où on a un responsable de traitement qui va sous-traiter sa prestation à un sous-traitant? Bim! Responsabilité conjointe, et c'est ça la nouveauté. Responsabilité conjointe entre le responsable de traitement et le sous-traitant, compte tenu des données personnelles qui sont collectées, en l'occurrence pour des salariés, pour des clients ou toute personne identifiée. Ce schéma, il va vous être acheminé, bien sûr. Donc ça, c'est effectivement le schéma global, je dirais, de la conception des responsabilités renforcées et du coup étendues par le RGPD. Peut-être s'appesantir davantage sur le sous-traitant, donc le sous-traitant en tant que tel. Concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire le sous-traitant? Rien de nouveau sous le soleil, puisque finalement, on va reprendre ce qui a été déjà mentionné par mes collègues précédemment. Le registre des traitements, par exemple. Là, le sous-traitant, il va avoir un registre des traitements à avoir. Peut-être question à anticiper, c'est de savoir, oui, mais si pour une situation, je suis à la fois responsable de traitement, mais pour une autre situation, je suis également sous-traitant, comment je fais? Réponse, vous allez avoir deux registres des traitements. Un registre en tant que responsable de traitement et un autre en tant que sous-traitant. C'est plutôt fabuleux, non? Ensuite, évidemment, pour le sous-traitant, c'est de pouvoir nourrir cette obligation de transparence et de traçabilité. Là, on est dans une idée, une conception également de soutien, de support, de coopération avec son responsable de traitement. Par exemple, pour différentes mesures que l'on verra un peu plus tard. Pour le sous-traitant, c'est également possible qu'il puisse se doter d'un DPO, mais ça dépend de ses activités. Donc on l'a vu précédemment, hein, un DPO peut être obligatoire dans différentes situations, peut-être rappelé rapidement. Donc DPO obligatoire lorsqu'il s'agit d'un organisme public, donc collectivité, quelle qu'elle soit, ici gouvernement, mairie, etc. Ça dépend aussi de la façon dont la donnée est collectée. Si on a un suivi régulier et systématique qui peut se faire à grande échelle, c'est le cas par exemple des banques, c'est le cas des assurances. Dans cette hypothèse, il y a aussi la notion de données sensibles. On a souvent parlé des données sensibles jusqu'à présent et pour rappel, le principe c'est qu'on ne collecte pas les données sensibles, mais qu'il y a des situations effectivement très précises où ces données peuvent faire l'objet d'une collecte. Et évidemment, les missions classiques du DPO qui coordonnent, qui conseillent, qui informent, etc., etc. Mais qui ont été vues effectivement précédemment par mes collègues, donc je ne vais pas m'appesantir davantage. Le sous-traitant, en tant qu'obligation propre, va également devoir mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles qui soient protectrices.
Concrètement, ça consiste en quoi? Il s'agit de l'identification par le sous-traitant de moyens qui permettent de pouvoir garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des traitements de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez me poser la question. Là, l'article 28, il se lit véritablement, par exemple, comme des je dirais, moyens mis en œuvre pour concourir à une meilleure protection de la donnée qui peut faire l'objet d'une collecte, d'une transformation, etc. Là, par exemple, l'exemple qu'on peut vous proposer, c'est le chiffrement des données à caractère personnel. Pour reprendre l'exemple que j'ai pu avoir, par exemple, il n'y a pas si longtemps, c'est effectivement un outil qui peut être utilisé par le sous-traitant, et que dis-je, une obligation, en la matière. Ces obligations, elles sont effectivement très jolies, mais concrètement, comment ça se matérialise? C'est ça la véritable question. Comment on fait pour avoir la garantie, la sécurité juridique qu'à un moment donné, le responsable de traitement que nous sommes, que vous êtes, ne soyez pas seul à supporter la responsabilité. Et en cela, on a déjà eu finalement des réponses qui se sont dessinées, outre la nécessité d'avoir un contrat qui lie le responsable de traitement et le sous-traitant. Donc c'était l'exemple qu'on avait vu effectivement précédemment. C'est, je dirais, des obligations dans le contrat qui doivent être très précisées à destination du sous-traitant. Là, par exemple, pour le premier axe, il s'agit des exigences qu'on a qualifiées d'exigences propres aux axes de conformité RGPD. Donc là, c'est la finalité, c'est la pertinence, c'est la sécurité, c'est également le temps de conservation des données, c'est la sécurité technique, c'est le transfert à l'extérieur. Et effectivement, ces différents axes de conformité, ils sont incorporés dans ce qu'on appelle, nous, les exigences propres aux conformités RGPD. Plus simplement, c'est préciser déjà, c'est quoi la nature de la prestation. Oui, effectivement, qu'est-ce qu'on va donner à notre prestataire? L'objet du traitement confié, c'est la catégorie des données concernées ou effectivement la finalité, donc c'est le deuxième axe de conformité RGPD, donc c'est le respect de la finalité de départ au moment effectivement où on décide de collecter de la donnée, c'est de se dire là je collecte tel type de données pour telle finalité, donc pour une finalité qui est effectivement précisée ab initio, donc au départ. Comme je l'ai vu précédemment par rapport aux axes de conformité, la durée de conservation, ça a été effectivement appréhendé par mes collègues précédemment. Pour chaque typologie de données, on sait qu'il y a une durée de conservation qui est associée. Par exemple, est-ce qu'il y a parmi vous des recruteurs? J'imagine que oui, vous avez tous plus ou moins eu affaire à des recrutements. Là, par exemple, vous êtes confronté à la notion de durée de conservation. Exemple typique, vous êtes recruteur. Vous allez sortir un AVP, admettons. Vous allez recevoir différentes candidatures. Il y en a certaines qui vont faire l'objet d'un examen et d'autres qui ne vont pas faire l'objet d'un examen. Donc vous allez avoir une pile de CV haute comme ça et vous allez vous dire mais qu'est-ce que je vais faire de ça? C'est complètement inutile. Oui, effectivement, c'est inutile d'une part et d'autre part, c'est qu'il y a un temps de conservation qui est associé à ces 10 CV. Vous allez peut-être être surpris, mais ces CV-là, qui ne sont pas traités, mais pourtant qui ont été envoyés par des gens, ils font l'objet d'un délai de 2 mois seulement de conservation. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien savoir si, à un moment donné, tout le monde a eu cette information. Auquel cas, c'est effectivement bien de l'avoir pour s'assurer qu'on est bon sur l'axe de conformité durée de conservation. Enfin, pour ce qui concerne les exigences propres aux axes de conformité RGPD, on voit les mesures de sécurité technique et organisationnelle. Donc, on l'a vu précédemment, c'est le cas du chiffrement qui peut être utilisé comme exemple. À titre complémentaire, qui peut être par exemple demandé par le responsable de traitement, le responsable de traitement il peut demander à son sous-traitant de faire un audit RGPD. L'audit RGPD, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est ce qui a été présenté par mon collègue juste avant moi, à savoir, je vais faire une cartographie de mes traitements, je vais mettre en place un plan d'action. Dans ce plan d'action, peut-être qu'il y a des écarts, priorisation des actions en fonction de l'urgence, de la catégorie de données qui est concernée. Donc ça, c'est possible effectivement de le faire. Évidemment, dans ces exigences complémentaires, rien de nouveau sous le soleil. Si, admettons, par exemple, le sous-traitant fait appel à un autre sous-traitant pour une prestation particulière, c'est nécessaire qu'il emporte le consentement du responsable de traitement. Donc là, il n'y a rien de particulier, c'est comme les marchés publics, disons. Et une notion qui est clé, je dirais maîtresse du RGPD,
c'est de pouvoir prouver que vous êtes dans une démarche de accountability. Le accountability, c'est de dire, bon ben, peut-être que je ne vais pas atteindre un objectif de résultat à 100% pour mon RGPD. En revanche, moi, mon objectif, c'est de dire, bah là, par contre, j'ai instigué une démarche, j'ai commencé un audit, donc je suis dans une obligation de moyens. Je mets tout en œuvre pour pouvoir atteindre un objectif de conformité RGPD. Évidemment, bon, ça va être effectivement partagé avec des thématiques qui ont été déjà abordées ou qui seront abordées ultérieurement par mes collègues, mais c'est des outils qui sont, je dirais, à la fois utilisés par le responsable de traitement pour lequel le sous-traitant va intervenir en tant que fonction support. Là, je vois l'analyse d'impact. L'analyse d'impact, elle va être effectivement vue par mon collègue. Il me reste 2 minutes, au secours. Et dans l'analyse d'impact, on a effectivement le devoir d'assistance du sous-traitant à l'égard de son responsable de traitement qui se manifeste. Je ne vais pas insister davantage parce qu'effectivement, ça va faire l'objet d'un propos ultérieur. Pareil pour la notification de violation de données. Donc, on a différents régimes. Pour ce qui concerne le sous-traitant, il faut qu'il y ait une obligation d'alerte au client notamment qui doit être réalisée. Pareil pour une faille de sécurité qui doit être directement alertée auprès du responsable de traitement. Et enfin et surtout, peut-être, je dirais, cette innovation par rapport à ces droits qui ne sont pas nécessairement que le résultat du RGPD, mais également l'héritage du régime informatique et liberté, bah, c'est le respect des droits des personnes concernées. Bah oui, le droit d'accès, le droit à l'information, le droit aussi à l'oubli, comment on peut faire tout ça. Et là, très simplement, en fait, le sous-traitant, compte tenu des obligations RGPD, est tenu d'apporter son soutien aux responsables de traitement pour pouvoir répondre à ces demandes. C'est plutôt simple. Donc voilà à peu près pour les obligations partagées entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Et je vous remercie de votre attention.